Alors, merci pour cette précision. On entend que le mieux, c'est d'éviter la fraude. Alors, je vous propose de continuer à en voir certaines d'entre elles, dont la fraude à la mule, qui, pour faire très très court, a une technique de blanchiment d'argent et de transfert de fonds. Et elle peut prendre vraiment plusieurs formes, et je vous propose d'en découvrir une maintenant. Notre association a été saisie par une adhérente dont le fils a été victime d'une fraude à la mule. Son fils, âgé de 16 ans, a été sollicité sur les réseaux sociaux par une personne qui lui a demandé un service moyennant une commission. Après plusieurs échanges, il a accepté que soit virée sur son compte bancaire la somme de 1 900 €. Puis, il a transféré 1 800 € sur le compte qui lui a été indiqué, tout en gardant une commission de 100 €. Ce jeune ne s'est pas rendu compte que cette opération était illégale. Le compte bancaire a été bloqué suite à une enquête. Des sanctions lourdes peuvent être encourues pour avoir participé à une opération de blanchiment d'argent. Alors, on a entendu réseaux sociaux, on a entendu 16 ans. Caroline, est-ce que cette technique touche surtout les jeunes ? Alors oui, c'est une technique qui touche beaucoup les jeunes puisqu'ils naviguent beaucoup sur les réseaux sociaux et sont donc sont des victimes faciles sur les réseaux sociaux. On parle d'argent facile, donc c'est évidemment très tentant. Et là, on est sur un cas de fraude à la mule par virement. Mais la fraude à la mule, ça existe aussi par chèque. Et par chèque, ça peut être beaucoup plus douloureux encore, parce que dans le cadre d'une fraude à la mule par chèque, la victime va être amenée à encaisser un chèque, par exemple, de 2 000 €. Le montant va être crédité sur son compte tout de suite, mais la banque ne va pas encaisser le chèque tout de suite. Il y a souvent des délais qui peuvent aller de 10 à 15 jours pour que la banque puisse réellement encaisser le chèque. Mais la banque fait l'avance des fonds. Et donc, si la personne qui a encaissé le chèque fait tout de suite un virement, par exemple, de 1 800, 1 900 € à la personne qui lui a remis le chèque, quand la banque va revenir en disant « Pardon, mais en fait, le chèque était un chèque volé, donc je n'ai pas pu encaisser le chèque », les 1 800, 1 900 € qui sont partis, qui ont été virés à la personne qui vous a remis le chèque, il va falloir les rembourser. Donc, en plus de participer à une opération de blanchiment, dans ce cas-là, la personne va en plus se retrouver avec des dettes à rembourser. Donc, ce sont des arnaques qui font vraiment beaucoup de mal. Et effectivement, ça touche beaucoup les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux et qui peuvent être facilement attirés peut-être par cet argent facile. Peut-être un peu trop confiant, mais comment on peut accompagner les mineurs, Hervé ? Alors, il y a quelque chose qui est marquant quand même il a 16 ans et il a réussi à ajouter un bénéficiaire, a priori en toute liberté, un nouveau bénéficiaire. Donc il a enregistré un nouveau IBAN sur son espace en ligne pour pouvoir faire un virement vers ce fraudeur. Bon, l'histoire ne le dit pas, peut-être que les parents ont validé, mais il nous semble que quand même, dans ce cas-là, le responsable légal devrait être contacté, parce que c'est absolument pas une opération insignifiante que de rajouter un bénéficiaire de virement sur un espace en ligne. Donc voilà, nous on attire à une grande vigilance des parents, bien entendu, sur les comptes. On fait tellement de choses avec un compte bancaire qui peuvent être parfois mettre les jeunes en difficulté, mais aussi des établissements bancaires. On leur a rappelé assez régulièrement sur les comptes de mineurs. Il doit y avoir une attention quand même toute particulière, et il nous semble que l'ajout d'un bénéficiaire devrait réellement faire l'objet d'une autorisation des parents, ou en tout cas d'une validation du responsable légal. Ça aurait certainement évité la fraude dans ce cas-là, si ça avait été le cas. Et ensuite, sur les réseaux sociaux, plus généralement, oui, beaucoup de fraude, ça véhicule beaucoup de fraude. Et
il est quand même assez curieux. Je ne sais pas, alors moi je suis pas sociologue, mais ni psychologue, mais il est quand même assez curieux de voir ce que les gens acceptent de faire sous prétexte qu'ils sont sur TikTok ou sur Facebook et qu'ils ne feraient pas dans la vraie vie. Enfin, si quelqu'un venait vous voir et vous demande ce qu'on vous demande de faire des fois sur les réseaux sociaux, on se rend compte que là on réagirait. Mais comme on est dans un espace qui est le quotidien souvent et de nombreuses heures de connexion quotidienne sur ces réseaux, je pense que la tension baisse et tout de suite on se dit c'est des gens qui sont comme moi et je peux avoir confiance. Tout de suite il y a un capital confiance plus fort. Ben non, hélas, les fraudeurs jouent aussi là-dessus et donc sur les réseaux sociaux on se méfie comme dans la vraie vie en fait, c'est pas mieux.